Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Yallah le podcast qui va porter sur les narcissiques. Quel sujet! J'ai tellement eu d'accompagnements qui ont souffert à cause de ce genre de personnalité. C'est tellement vulgarisé aujourd'hui qu'on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus si on a affaire à une vraie personnalité narcissique ou à quelqu'un de toxique. Donc, aujourd'hui, et pour répondre à la demande, parce que vous êtes beaucoup à souffrir, donc beaucoup à me demander, je vais vous parler sous un autre angle de vue des narcissiques. Sous un autre angle de vue parce que aujourd'hui en particulier, j'aimerais que vous compreniez que le narcissisme n'est pas uniquement présent dans la dynamique de couple. Bien souvent, c'est ce qu'on entend. On croit que c'est uniquement dans la dynamique de couple, alors que ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, ça peut être un cousin, ça peut être un manager, un collègue. En fait, ça peut être n'importe quel être humain. Et aujourd'hui, je vais vous reparler des différents types de narcissisme, enfin 3 en particulier, et je vais vous donner aussi quelques clés pour ne pas perdre votre pouvoir au contact d'un narcissique. Alors déjà, j'aimerais que vous vous posiez tranquillement ou que vous soyez dans une activité unique, concentrée pour écouter cet épisode parce que c'est hyper important pour vous si vous traversez une situation avec quelqu'un de toxique ou que vous pensez narcissique, d'écouter attentivement pour pouvoir vous déculpabiliser. C'est difficile lorsque cette personne est un membre de votre famille parce que vous vous sentez piégé. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous soyez attentifs. C'est difficile, c'est très fatigant, on se sent piégé et on se dit que c'est quelque chose qu'on aura à vie, alors que pas du tout. Tout comme des milliers de personnes qui s'en sont sorties, vous aussi vous pouvez vous en sortir. Parce que figurez-vous que lorsque on est obligé d'avoir affaire à ce genre de personnalité parce que c'est au boulot, parce que c'est un parent, parce que c'est quelqu'un qu'on sait qu'on va voir quotidiennement, figurez-vous qu'il y a des façons et des stratégies de gagner à son contact. Et ça, ils ne le supportent pas. Donc il y a un moment donné où forcément, ils vont céder. Alors pas céder parce qu'ils auront changé ou parce que ils vont vous prendre en amitié ou se dire ah non j'ai fait trop de mal, etc. Non, ils vont céder parce qu'ils vont aller voir une autre personne. Entendons-nous, hein. Ce sont des personnalités qui aujourd'hui ne sont pas récupérables. Et donc le but ici, c'est aussi de focaliser sur vous par rapport à cette personne. Allez, tout d'abord, on va refaire le point sur ce qu'est quelqu'un de narcissique. Contrairement à l'idée reçue, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un, en fait, qui est complètement vide de l'intérieur et qui a besoin, tout le temps, d'avoir une validation et des émotions qui viennent de sources extérieures. D'accord ? Et c'est bien souvent relié à l'image. Par exemple, avoir des amis connus, des amis prestigieux, des grandes maisons, de l'argent, des voitures, tout ça pour pouvoir ensuite dénigrer les autres, les dévaluer, les manipuler et les pousser dans les retranchements pour se sentir supérieurs. Donc rien ne vient de leur intériorité parce que cette intériorité est vide, complètement vide au niveau émotionnel, mais tout vient de l'extérieur. Et c'est là que se jouent les choses. C'est là que se jouent les choses parce qu'en réalité, c'est infini pour eux. Ils sont vides et ils seront toujours vides. Donc c'est sans fin pour eux. Ils vont toujours vous attaquer d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, sournoise, via des amis, via le boulot, via les collègues, via la famille. Et comprenez bien que ça n'est jamais vous qui êtes remis en question. Ça vient toujours d'eux. On va tout d'abord parler du narcissique caché. Alors celui-là, il va, dissimuler l'expression de sa faible estime de lui, d'accord ? C'est des gens qui vont souffrir d'anxiété, de dépression, de honte. Ils vont être introvertis, être en insécurité permanente, en manque de confiance, en défense, en évitement, et toujours dans la victimisation, d'accord ? Donc bien qu'une personne
soit dissimulée, donc dans un narcissisme dissimulé, elle sera toujours centrée sur elle-même. D'accord ? Donc, il ne faut pas se méprendre. Ce ne sont pas des gens, par exemple, qui vont avoir de l'anxiété qu'on peut réguler ou qu'on va aider à changer, etc. Non, ils sont toujours dans le refus. D'accord ? Et vous allez avoir aussi celui qui est un peu communautaire, celui qui passe partout. Donc celui-ci, il va s'indigner facilement sur le plan moral, il va être soi-disant empathique, généreux, et il va réagir en permanence aux choses qu'il considère injustes, mais réellement un peu comme vous. Il va être en mimétisme, d'accord ? Et vous avez le troisième, alors là, le narcissique qui est malin et donc très malveillant. Alors, il est à la limite du sadisme. C'est-à-dire qu'il va tirer du plaisir de la douleur des autres. Il va être agressif dans sa relation avec la personne qu'il a choisie comme étant sa victime. Et paranoïaque, d'accord ? Très, très inquiet face aux menaces potentielles. Donc là, en fait, c'est une personne qui va vraiment ne pas avoir de scrupules à vous détruire. Celui qui est le plus souvent décrit et qui, à mon sens, va faire le plus de mal à un nombre de victimes plus important, c'est celui qui est communautaire, celui qui est grandiose. Vous savez pourquoi ? Mais parce qu'il passe super bien auprès de la famille, des amis, de la société. Il va rendre service, il va trouver des solutions, prêter sa voiture, organiser, des voyages pour tout le monde, trouver le médecin qu'il faut, prêter sa tondeuse. Il aura toujours une solution pour tout le monde. C'est incroyable ça quand même. Donc comment ne pas l'aimer celui-là ? Ben oui, parce que de prime abord, il est bien, non ? C'est comme ça qu'il attrape les gens. C'est parce qu'il est tellement autocentré, il faut tellement que les choses se passent autour de lui, qu'il doit briller à l'extérieur. Donc encore une fois, tout est lié à son image. C'est pourquoi la victime a tant de difficultés à se faire entendre de son entourage, à exprimer sa souffrance et à la valider même. Parce que comment elle-même peut ne pas se croire folle puisqu'il est comme ça en société. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que la victime, elle se sent toujours, elle, en défaut, fautive, complètement déséquilibrée, à côté de la plaque. Parce que il joue un rôle dans la société qui leur permet d'être exempt de tout soupçon. Donc quand la victime, elle va s'exprimer, on va lui dire « Oh, je pense pas, moi, tu sais, il m'a jamais rien fait, et il a toujours été là pour moi, je crois que tu as besoin de repos, à mon avis, tu traverses quelque chose de difficile. » Et donc, ça devient le parcours du combattant pour la victime. Je vous donne un exemple rapide que beaucoup d'entre vous ont connu. Lorsque la victime commence à vouloir s'exprimer, le narcissique, grandiose, il le sent, donc il va complètement savonner la planche de la victime. Il va exprimer des inquiétudes. Ils sont tordus à ce point. C'est-à-dire qu'il va aller voir l'entourage, quel qu'il soit, que ce soit les collègues, la famille, les cousins, les amis, etc. et dire « Ah, tu sais, en ce moment, j'ai l'impression que ça va pas. La dernière fois, je l'ai pas reconnue, elle m'a mal parlé, elle a explosé de colère. Ou alors, je pense qu'elle a un problème avec l'alcool ou avec la drogue. Franchement, je suis très inquiète, très inquiète. » Vous voyez des choses comme ça, subtiles, à 1 personne sur 10 dans le groupe, mais cette personne-là, elle va en parler à d'autres personnes dans le groupe, et donc le groupe va commencer à exprimer des soupçons sur la victime, alors qu'en réalité, c'est lui qui va orchestrer tout ça. Alors contrairement au grandiose, qui lui a besoin de briller en permanence, le caché, lui, il va toujours se positionner en victime. Il est facilement repérable. C'est quelqu'un, vous avez beau lui rapporter 150 millions de solutions, la personne, en fait, elle va se positionner en victime de tout pour pouvoir tout recentrer sur elle, d'accord ? Et donc, avoir un groupe d'amis qui échappent à la victime. Voilà, vous voyez ? Donc, ça reste, en fait, le même procédé sur le fond, mais sur la forme, c'est complètement différent. Et vous avez celui qui est malveillant. Et alors, ce narcissique malveillant, c'est une personne, en fait, qui va n'avoir aucun scrupule à détruire votre vie.
aucun, de A à Z. Ils en ont rien à faire. C'est des gens en fait qui vont ruiner votre vie, qui vont vous menacer avec de la violence verbale, physique. En gros, il est la combinaison de tout. Il va être grandiose, il va être à la fois violent, il va être à la fois discret, et donc la personne qui est victime de ce type de narcissique, elle met 20 ans, 30 ans, 40 ans à s'en défaire, et parfois elle ne s'en défait jamais. C'est important de le préciser parce que c'est déjà tellement difficile pour les gens de s'exprimer, et dans certaines communautés, elles font face au rejet quand elles s'expriment, d'accord ? Et même lorsqu'elles sont violentées physiquement, qu'on voit les coups, qu'on voit les fractures, ils sont là à dire « Mais non, mais il faut que tu patientes, regarde ce que toi tu as fait. Essaye de te remettre un peu en question, t'es quand même assez particulière ou particulier. » Parce que je vous rappelle que la violence physique n'est pas l'apanage des hommes et que les femmes sont aussi des bourreaux. Encore une fois, je vous reprécise que ça peut être n'importe qui et que ça ne se passe pas uniquement dans la dynamique de couple. C'est important de le préciser parce que lorsque les victimes veulent parler, que c'est leur père ou leur mère ou leur frère ou un manager, bien souvent, on ne les écoute pas. Parce que dans l'inconscient collectif, c'est impossible. Et je vais vous dire, c'est impossible que ce soit une mère. Alors on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, la construction a fait que les gens pensent que c'est toujours les hommes. Non, il y a des femmes. Il y a des femmes et c'est très violent. Et il y a des hommes qui ne parleront jamais de toute leur vie de ce qu'ils subissent ou de ce qu'ils ont subi parce qu'ils savent très bien que ce ne sera pas entendu. Et il est temps vraiment qu'on se mette d'accord sur tout ça. Homme ou femme, vous pouvez avoir affaire à une personnalité narcissique qui sera un homme ou une femme. Et un autre aspect essentiel, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi cette personne est devenue comme ça. Je sais que c'est difficile à entendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez pu rester dans une situation où que vous n'avez pas pu voir les signes. Voilà, c'est ça le plus important. Lorsque l'on parle du narcissisme, il est important aussi de comprendre sa position à soi, parce que c'est la clé de la guérison et c'est la clé de la liberté. Parce que de toute façon, même si vous allez, on va vous donner des explications liées à son enfance, à la façon dont cette personne a grandi, etc. En fait, ça va entraîner chez la victime une envie de réparer ça. Donc, comme c'est irréparable, on sait très bien que si on donne des explications, ça dépend du stade de guérison de la personne, de son cheminement, mais ça va encore plus l'enfoncer dans ce cercle vicieux de maltraitance, de vouloir comprendre, de vouloir aider, réparer, et de nouveau être dans la maltraitance, et de nouveau être dans les coups, dans les non-sens répétitifs, la coercition, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la victime, elle sait très bien qu'il y a un moment donné où son bourreau, il va vriller, mais elle ne sait pas exactement ce qu'il va lui faire. D'accord ? Elle sait reconnaître sa façon de parler, son intonation, son regard, sa façon de s'habiller, de marcher. Elle reconnaît même le poids de ses pas. D'accord ? Les victimes, elles sont en hypervigilance. Donc elles savent quand la personne va vriller, mais elles savent pas de quelle manière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont toujours en train de vouloir surprendre leur victime. Vous voyez ? Donc ça n'a aucun intérêt de lui donner une explication sur l'origine du mal, parce que sinon, en fait, cette victime va se dire « Oui, mais là, j'aurais dû faire comme ça parce que je sais que sa construction a été de telle manière, etc. etc. » Et donc, c'est elle qu'elle remet en question. Et pas le bourreau. Parce que lui, le bourreau, de toute façon, il est immature. Il explose quand il a envie d'exploser. Il va exploser parce que la tasse de café, elle n'est pas assez chaude, parce que le café, il n'est pas assez serré, parce que le lit n'est pas fait de la bonne façon, parce que il va être mis à défaut dans une conversation. Parce que bien souvent, dans les conversations très très pointues, ils sont mis à défaut. D'accord ? Donc quand vous les mettez à défaut, alors là, ils rentrent dans une rage intérieure qu'ils vont mûrir pour ensuite passer à l'action.
Alors pourquoi ils sont comme ça? Tout simplement parce que ils ont grandi avec un système émotionnel qui a arrêté son développement, d'accord? Le système limbique, là où il y a le contrôle des émotions, la régulation des émotions, chez eux, a arrêté son développement. Ce qui veut dire que vous avez affaire à un système émotionnel qui s'est arrêté à l'âge de 5-6 ans dans un corps d'adulte. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir autant de victimes. Parce qu'une personne adulte ne va pas se dire qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui a un système émotionnel qui est complètement limité. D'accord? Pendant que son cortex préfrontal, lui, est complètement développé. C'est pour ça qu'ils sont stratégiques. Mais qui ne ressentent pas ou très peu d'émotions. En fait, les émotions qu'ils vont ressentir, c'est à leur égard. Donc maintenant que vous pouvez comprendre d'où ça vient, il ne s'agit pas de se mettre dans une position où vous allez vous dire « tiens, je vais les aider », parce que ça, c'est impossible, d'accord? Parce que même si on comprend d'où ça vient, le fait est que leur cerveau s'est développé d'une manière différente de votre développement à vous. Et c'est ce qui va faire que vous ne pourrez jamais les aider, d'accord? Par contre, c'est là où vous pouvez comprendre que vous avez du pouvoir. Bien sûr! C'est là que vous comprenez que vous avez du pouvoir, puisque vous, en fait, votre système émotionnel, il est équilibré. Équilibré dans le sens où, en fait, si vous riez parce que c'est une émotion qui vient de votre intériorité. Si vous pleurez, ça vient de votre intériorité. Si vous êtes ami avec quelqu'un, en fait, c'est parce que vous l'aimez, vous avez des émotions, et parce que aussi vous avez une raison qui communique avec ces émotions, et les émotions qui communiquent avec la raison. Donc, en réalité, vous avez un équilibre. Eh bien, là où cette personne-là n'en a aucun. C'est là que vous avez du pouvoir. C'est là que vous pouvez comprendre en fait que vous êtes, vous, dans quelque chose de supérieur. Alors ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais c'est en quelque sorte une réalité. Et pour guérir, il est important de passer par cette phase-là. De se dire mais non mais en fait j'ai un pouvoir parce que moi je fonctionne de telle façon, j'arrive à avoir des émotions qui sont réelles, qui viennent de mon intériorité, là où en fait le bourreau lui est vide. À l'intérieur c'est vide. C'est là qu'est votre pouvoir. En réalité votre pouvoir il est dans votre humanité, dans ce qu'elle a de plus précieux, dans ses émotions. Là où lui ou elle, en tout cas la personnalité narcissique, est vide d'émotions. Vous avez compris? Et c'est là que vous allez pouvoir vous positionner. Que ce soit un père, une mère, que ce soit... là, je parle pour les gens qui sont adultes, parce que les enfants victimes de parents narcissiques, c'est horrible pour eux. Mais lorsqu'on est adulte, que ce soit un père, une mère, un collègue, quelqu'un dans un groupe d'amis, etc., mais là, vous allez avoir une sérénité qui va s'installer. Et dans la relation, c'est vous qui allez pouvoir gérer et plus cette personne qui veut vous détruire. Il faut retenir également une chose, c'est que la communication classique, équilibrée, où on peut échanger des idées, ne pas être d'accord, etc., n'existe pas avec eux. Vous ne pouvez pas négocier avec eux. Vous ne pouvez pas négocier avec eux. Ce sont des gens qui ne sont pas rationnels. D'accord? Qu'ils ne vont pas raisonner de la même façon que vous. Donc c'est simple. Si vous comprenez ce que je viens de vous dire, plus le fait qu'ils ne peuvent pas communiquer de façon raisonnable, raisonnée et rationnelle, même sur le plan émotionnel, vous allez construire plus profondément encore cette sérénité. Et une chose qui va apparaître à ce moment-là, c'est que vous n'allez plus rien prendre personnellement lorsque ce genre de personne toxique va vous parler. Tout simplement parce que vous aurez votre pouvoir, votre assise. Vous allez devenir un peu, vous savez, comme les poils là, où il n'y a aucun aliment qui peut adhérer dessus. Et ben voilà, vous allez devenir comme ça. Une vraie paroi lisse, un peu comme le téflon. Voilà, vous allez vous transformer en téflon. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur d'être exposés. Ils ont peur réellement de votre pouvoir. Donc, lorsqu'ils vont capter que vous êtes comme ça, forcément, ils vont s'éloigner. Parce qu'ils vont devoir trouver une autre personne à vampiriser.
Parce que ce qu'ils aiment, eux, ce sont les gens, en fait, qu'ils peuvent atteindre, qu'ils peuvent vider de leur substance, de leur sourire, de leur bien-être, de leur joie de vivre. C'est ça qui les intéresse. Alors que vous allez pouvoir, à ce moment-là, mettre des limites. Donc, au lieu de chercher à faire comprendre un fonctionnement, en l'occurrence le vôtre, à une personne toxique, vous n'allez pas autoriser ce fonctionnement dans votre vie. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous mettez des barrières, des limites, en expliquant, que ce soit par votre gestuelle, votre comportement, même dans le non-verbal, vous allez pouvoir montrer qu'il est impossible pour la personne toxique ou le narcissique de vous atteindre. Il peut faire ce qu'il veut, ça ne vous atteindra pas. Et à ce moment-là, vous allez comprendre en réalité que cette personne n'est rien d'autre qu'une coquille vide. Une coquille vide qui veut en permanence nourrir son ego. Mais vous n'avez pas de problème d'ego. Vous êtes dans votre pouvoir. Vous avez compris que vous devez imposer vos limites et que vous imposez le respect. Voilà, tout simplement. Et en plus, vous le faites dans le calme, dans la bienséance, avec joie, avec bonheur. Et là, on ne peut plus vous atteindre. D'ailleurs, si on réfléchit un peu, au lieu d'aller jusqu'à l'extrême, ça c'est quelque chose qui s'étend à tous les pendants de notre vie. Lorsque l'on met des limites aux gens, les gens apprennent à se tenir avec nous. Ils apprennent notre façon de vivre, ce que l'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. En réalité, ce qu'il se passe dans notre vie, dans nos interactions quotidiennes avec les gens, c'est ce que l'on autorise ou ce que l'on interdit. Vous voyez ? Et à partir du moment où on est convaincu, nous, lorsqu'on ne fait pas de mal, d'être dans notre bon droit, vous savez, les gens, ils vont pas pleurer, sauf les gens qui ont un ego démesuré ou les gens qui sont vides d'émotions, où là, en fait, ils vont vouloir exploser une fois, 2 fois, 3 fois, ils vont voir que ça va pas marcher, et donc ils vont être obligés de s'éloigner ou de bouger intérieurement. Et ça, c'est impossible pour la personnalité narcissique. Une autre tactique, que ce soit dans le monde professionnel ou dans l'aspect personnel de votre vie, c'est d'utiliser l'effet miroir. Alors moi, je considère qu'il faut faire attention avec cet effet miroir, mais il peut fonctionner. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de très puissant lorsque vous savez à qui vous avez affaire et que vous êtes sûr et certain de ne pas être atteint. L'effet miroir avec un narcissique, c'est quelque chose en fait qui va le déstabiliser très très rapidement, parce que c'est quelque chose en fait auquel ils s'y attendent pas, puisque ils se sentent tout puissants. D'accord ? Et donc, au lieu d'être dans un mécanisme de survie à toujours vouloir vous défendre ou à essayer d'asseoir votre position, lorsque vous êtes dans ce cheminement, si vous faites l'effet miroir, vous allez voir que ça va complètement le déstabiliser. Si par exemple c'est quelqu'un en fait qui vous fait des sous-entendus et que vous répondez avec des sous-entendus, il va être déstabilisé parce qu'il s'y attend pas. Vous savez, quelqu'un qui est très égotique, quelqu'un qui est dans sa toute-puissance, quelqu'un en fait qui cherche à vous nuire, ne s'attend pas à votre puissance. Encore faut-il accepter et admettre que la personne en face de vous est toxique, nuisible, et que vous avez le droit de vous défendre ou en tout cas d'être respecté. Parce que ça aussi c'est un long cheminement et ça dépend aussi de la construction que chaque individu a eue, que ce soit dans son enfance, dans les interactions sociales, à l'école, etc. Donc ça dépend de plein de facteurs. Mais cet épisode, il peut vous aider. Il peut vous aider à identifier beaucoup de choses, parce que j'ai parlé de beaucoup d'aspects en très peu de temps, et surtout juste avec les 2-3 tactiques que je vous ai données, je peux vous assurer que lorsque vous osez dépasser la peur et que vous les mettez en pratique, vous allez voir que le ton va changer. Un exemple tout bête. Lorsqu'une personne toxique, elle vous envoie 50 messages, 100 messages, des mails, des appels téléphoniques en permanence, et que vous répondez, vous le nourrissez. Vous nourrissez son ego. Vous êtes là à donner des explications. Et pourquoi t'as pas fait ci et pas fait ça, etc. Vous êtes en train de nourrir son ego. Alors que si vous arrêtez immédiatement de nourrir cette personne en répondant à ses messages, c'est-à-dire que vous arrêtez de répondre à ses messages, vous arrêtez de lui donner la substance, la nourriture, vous arrêtez d'avoir des conversations qui n'ont pas de sens et qui vous fatiguent, ça veut dire que là, à ce moment-là, vous vous installez dans votre pouvoir et vous installez le respect.
Voilà, tout simplement. Alors, je vous dis pas que la personne, elle arrêtera du jour au lendemain, parce qu'ils sont infatigables. Mais en tout cas, vous allez indiquer, vous allez envoyer ce message fort qui est « Je ne joue pas dans la même cour que toi. Je ne suis pas toxique. Je ne fais pas ce genre de choses qui sont immatures. Lorsque j'ai envie d'avoir une conversation, je me pose, je parle calmement, mais toi, apparemment, non. Donc, je ne communique pas avec toi. » Et c'est vrai qu'une des clés et qui va vraiment changer la donne, c'est de ne pas être en communication avec eux. Ou en tout cas, de l'être si vous jugez que c'est nécessaire, et par exemple dans le cadre du travail, ou si vous jugez que c'est impératif dans le cadre, par exemple, lorsqu'on a des enfants et que on doit prendre une décision commune et qu'on est séparés, ou d'une réunion familiale et qu'on doit parler, je sais pas moi, des invités, etc. Mais ça va être limité. Vous allez imposer des limites. Donc cette personne, elle ne pourra pas vous atteindre. Elle ne pourra pas vous atteindre parce qu'elle ne pourra pas capter vos vulnérabilités. N'importe quel être humain sur cette terre a des vulnérabilités. Nous sommes tous vulnérables sur certains points. L'idée, c'est de ne pas exposer cette vulnérabilité à n'importe qui. Et notamment à ces gens-là. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas capter cette vulnérabilité, alors là, vous avez déjà gagné. Je vais vous expliquer pourquoi il est aussi important de limiter l'interaction et la communication. C'est parce que de toute façon, c'est vous qui allez vous fatiguer, mentalement, nerveusement et physiquement. In fine, votre physique sera atteint. Parce que les manipulateurs, les narcissiques et les gens toxiques croient en tout ce qu'ils disent. Ils peuvent énoncer un mensonge à votre égard et ils vont en être fermement convaincus et donc ils vont être force de conviction envers les autres, envers le groupe. C'est pour ça qu'il faut limiter l'interaction, parce que au moment où ils vont vouloir mentir à votre sujet, vous allez être assez fort pour ne pas avoir envie de vous justifier. C'est ça aussi, gagner en sérénité. C'est-à-dire, j'ai pas à me justifier. Voilà, je n'ai pas à prouver qui je suis. Si un de vos amis ou un membre de votre famille va croire un mensonge à votre égard, etc., ça vous regarde pas. Déjà, à partir du moment où une personne écoute des médisances à votre sujet, ça veut dire que vous n'avez rien à faire avec elle. Une personne de qualité ne va pas écouter, ne va pas autoriser qu'on parle de vous dans votre dos. Une personne de qualité, une personne qui vous aime et qui vous respecte, va mettre fin à la conversation. Éventuellement, elle va vous en informer. Vous voyez ? Là, c'est des différences notables vraiment à prendre en considération. Parce qu'une personne qui commence à vous dire « Ah, il m'a dit ça, et il m'a dit ça, et il m'a dit ça », c'est une personne déjà qui rentre dans ce cercle vicieux. C'est une personne qui va aussi vous épuiser, qui va vous inquiéter, qui va venir vampiriser aussi votre énergie et votre espace émotionnel. Vous n'avez pas le temps pour ça. On n'a plus le temps aujourd'hui avec tout ce que l'on sait et tout ce que l'on peut apprendre sur les interactions humaines, l'interdépendance, tout ce qui est développement, etc. On n'a plus le temps quand même d'écouter les on-dit. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire de tout ce qui peut être dit dans votre dos ? Rien. Une personne qui a de l'aplomb va venir vous parler en face à face. Elle va vous dire « Bon, bah voilà, j'ai un souci avec toi, est-ce qu'on pourrait trouver une solution, etc. etc. » Par contre, une personne immature, elle va, se nourrir des cancans, des rumeurs, et puis ça va venir vous épuiser, et puis vous allez y penser, et puis vous allez mal dormir, et mal manger, et vous allez ruminer, et ainsi de suite, pendant que cette personne-là, elle va bien dormir. Vous voyez ? Vous voyez un peu où je vous emmène ? Le narcissique, il emmène dans un cercle vicieux sans fin. C'est pour ça qu'il faut impérativement mettre des limites, que ce soit avec eux ou avec les gens qui croient leurs mensonges. Et il y a une autre dimension aussi à comprendre, c'est que lorsque vous entrez dans le cercle vicieux des explications à donner, des justifications, etc., vous allez devenir en quelque sorte addict à cet aspect négatif de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous allez toujours être dans le besoin de valoriser votre être, de faire entendre votre voix, etc. Alors qu'en réalité, l'addiction, elle doit justement se situer à valoriser votre intériorité pour vous-même. C'est là où vous devez, si j'ose dire, être addict.
C'est pas à l'extérieur de vous-même. Et c'est ça que recherche le narcissique. Et c'est ça, en fait, que les gens qui vont le croire vont générer chez vous. C'est pour ça que c'est important aussi. Alors quand même, je voudrais vous donner une explication de pourquoi vous tombez dans ces cercles vicieux. C'est parce qu'au début, dans la personnalité qui est exposée devant vous, ils vous montrent pas tout de suite qui ils sont vraiment. Au début, en fait, ils sont dans l'enrobement, ils vont vous faire des compliments, tout de suite, ils vont vous valoriser, se placer comme personnalité indispensable dans votre vie. Et vous, du jour au lendemain, en fait, vous allez avoir l'impression que vous pouvez pas vivre sans eux. Ce qui est impossible. Vous avez fonctionné 20 ans, 25 ans, 30 ans sans eux au quotidien dans votre vie. Alors pourquoi, du jour au lendemain, ils deviendraient indispensables ? Vous voyez ? Ça, c'est notamment ce qu'on voit dans le couple. Le couple, ça peut être le couple amoureux ou le couple de collègues ou en amitié des gens qui fonctionnent par deux, etc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne, elle va organiser sa vie en fonction d'une personne. Mais quand je vous dis organiser sa vie, c'est toute sa vie va tourner autour d'une personne, même si c'est à son détriment. Pourquoi ? Parce que la personnalité toxique, narcissique en face de vous, manipulatrice, elle va faire en sorte de vous envoyer des non-sens permanents, du contrôle coercitif, sans que vous en aperceviez, mais en même temps, plein de compliments, de l'aide, trouver des solutions. Quand je vous dis indispensable, c'est indispensable. Et c'est là, en fait, que le danger est réel. C'est parce que, en moins de 15 jours, vous êtes dans une spirale, un cercle vicieux, et même si vous en sortez au bout de 15 jours, il y a déjà des séquelles. Tellement ils sont puissants. Vous voyez ? Donc c'est pour ça en fait qu'il faut toujours anticiper. Voilà, anticiper. Quand on voit une personne qui vient et qui s'impose comme ça dans notre vie, qui fait qu'on change de personnalité, qu'on change son organisation et qu'on voit en fait qu'on répond à pas d'heure, qu'on se lève à pas d'heure, que ça devient complètement désorganisé et qu'on est fatigué, il faut s'arrêter. Vous voyez ? Il faut s'arrêter parce qu'en fait vous êtes dans un lien qui devient traumatique et ça devient une addiction, même physiologique. Votre corps en fait il voudra toujours ça. Cette tendance à être épuisé, à répondre aux besoins de l'autre, etc. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, il y a beaucoup de choses encore à expliquer. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre des notes. C'est intéressant ça. Ou à réécouter. Parce que des fois, on a une écoute qui est une première écoute où on n'entend pas certaines choses. Moi, je sais que quand j'écoute aussi des podcasts, et je sais que je fais parfois 2, 3 écoutes. Vous voyez ? Un autre indice, c'est que après cette phase en fait où la personne elle va vous encenser, vous mettre sur un piédestal, etc., elle va vous en faire descendre en 2 temps 3 mouvements. Et donc, vous allez rester attaché au premier regard que vous avez eu sur cette personne, c'est-à-dire qu'elle vous a valorisé, encensé, elle vous a aidé, et elle a été souriante, elle vous a invité, elle vous a même dépanné en argent, en voiture, en solution, etc. Et du jour au lendemain, hop, elle va vous écrouler, elle va vous dévaluer, elle va vous humilier. Mais comme vous allez rester sur cette première image, vous allez vous accrocher à ça. Ça, c'est une autre particularité du cycle qui est en cours. C'est ce qu'on appelle un des cycles de la violence. Vous voyez, c'est parce que c'est de la violence, hein. C'est vraiment de la violence. Avoir affaire à une personnalité narcissique, c'est être violenté. Lorsque du jour au lendemain, ils vont vous humilier, inventer des choses sur vous, vouloir vous piéger, etc., ils vont pas se retourner, hein. Et ils vont avoir du plaisir à vous voir vous écrouler. C'est pour ça qu'il faut être en permanence dans son pouvoir, dans son plein pouvoir, et mettre des limites. Vous comprenez maintenant l'enjeu ? C'est très important. C'est un jeu, en fait. Ils tirent du plaisir de ça. C'est de la perversité, c'est proche du sadisme, comme je vous l'ai dit au tout début de cet épisode, mais c'est une réalité. Alors si ça vous est arrivé, ou si vous êtes dans cette situation-là, et que vous découvrez que vous avez eu affaire à une personne toxique, narcissique ou manipulatrice, s'il vous plaît, ne vous remettez pas en question. Vraiment. Et je sais que c'est difficile, mais c'est petit à petit. En fait, c'est vraiment pas après pas que vous allez remonter la pente.
D'accord ? Parce que la chose qui va vous venir en premier, c'est de vouloir prouver aux autres que vous n'êtes pas la mauvaise personne, de vouloir prouver même à cette personne que vous êtes digne d'amour, de confiance, de respect, etc. Mais c'est pas le moment. Le plus important, c'est de focaliser sur vous. Il ne faut pas focaliser sur les autres. Lorsque l'on s'aperçoit qu'on a eu affaire à une personnalité qui est horrible comme ça, il faut recentrer les choses sur soi et vraiment complètement arrêter le regard extérieur. Et ça, c'est petit à petit que ça se fait. Et la première chose importante, c'est de se dire, pour l'instant, je m'isole pour y voir clair. Non pas s'isoler, s'enfermer et déprimer, c'est je fais un pas de côté ou un pas en arrière pour observer la situation. Vous pouvez éventuellement prendre des notes pour remettre la mémoire à sa place, parce que bien souvent vous êtes complètement perdu. En tout cas, vous avez le sentiment d'être perdu alors que vous êtes dans la vérité. Et donc prendre des notes, recoller les morceaux dans son esprit, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, même si c'est difficile, même si vous pleurez, même si vous avez envie d'appeler ou de convaincre des amis ou de convaincre la famille que vous n'avez rien fait, je vous conseille d'avoir un moment de recul et d'être seul avec vous-même, de demander de l'aide à un professionnel. Ça peut être tout d'abord le médecin traitant, ça peut être un thérapeute. Il y a aussi des lignes anonymes que vous pouvez appeler pour pouvoir avoir un avis extérieur. Et l'avis extérieur, bien souvent, il vient poser les mots que vous souhaitez entendre depuis des mois, des semaines, voire des années. Et ce pas de côté que vous allez faire, il va être salvateur. Il va être salvateur parce qu'en fait, vous allez commencer à ressentir le manque. Et lorsque l'on ressent le manque qui fait mal, qui fait pleurer, qui arrache les tripes, ça, c'est un indicateur que vous étiez dans une relation qui n'est pas bonne. Parce que les relations saines, on ressent le manque, mais avec de la joie. C'est-à-dire qu'en fait, on est heureux d'aimer cette personne, d'être en interaction avec cette personne, on n'est pas dans la souffrance. On peut pleurer parce que la personne, elle nous manque, mais on va pas être dans la souffrance. Alors qu'une interaction qui est nocive vous mène à la souffrance. Vous voyez la différence ? Vous sentez maintenant la différence ? Et c'est là que vous allez pouvoir recoller tous les morceaux et vous dire, en fait, cette personne, elle est complètement immature. Elle est complètement ridicule. Nous sommes des adultes. On aurait pu communiquer. Mais elle en est incapable. Lorsque les victimes recollent les morceaux, elles comprennent très bien que l'enjeu, c'est de focaliser sur elles-mêmes et que surtout, elles n'étaient pas le problème, mais qu'elles ont été tellement manipulées qu'elles n'arrivaient plus à focaliser sur elles-mêmes. C'est pour ça que faire un pas en arrière, avoir du recul, prendre soin de soi et couper tout contact avec les personnes qui l'ont cru va vous permettre de restaurer la confiance en vous. Alors ça, c'est dans le cadre de la sphère privée, c'est-à-dire que là, vous allez reprendre le pouvoir. Maintenant, vous voyez clair et petit à petit, vous allez pouvoir remettre le respect au centre de vos interactions. Pas de respect, pas d'interaction. Pas de joie, pas d'interaction. Vous voyez ? Vous allez limiter les choses. C'est vous qui allez délimiter le terrain de jeu. Maintenant, on joue selon vos règles. Et lorsque c'est dans la sphère professionnelle, vous restez uniquement professionnel. C'est-à-dire que vous allez tracer tout par mail. Tout, la moindre des choses, vous la tracez par mail et vous faites un contrat pour chaque chose. C'est ce qu'on appelle le droit. Et lorsque c'est contractuel, eh ben, ils peuvent pas passer outre. C'est impossible. Ils pourront pas passer outre. Et en plus, le contrat, il va venir parler à votre place. Il va venir dire, avec moi, il y a des règles. Et si tu ne veux pas respecter ces règles, il y a la justice. Point. Vous voyez, c'est du non-verbal. Même si cette personne, elle vient vous dire, on peut se faire confiance et on se connaît depuis longtemps, etc., etc. Non, jamais. Dans les affaires, lorsque l'on a affaire à des manipulateurs ou à des gens qui ne vous fréquentent que par intérêt, il faut impérativement contractualiser. Vous demandez à n'importe quel avocat, ne serait-ce que lorsque l'on prête de l'argent à quelqu'un, on fait une reconnaissance de dette. Vous voyez ? Donc, ne minimisez pas ces aspects-là. Parce que, encore une fois, 100%,
à 100%. Le narcissique, ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, quel que soit le chemin qu'il va emprunter, c'est gagner. Que ce soit au niveau contractuel ou au niveau des interactions avec d'autres personnes, il veut gagner, il veut être dans le pouvoir. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Dans le travail, et même parfois dans les interactions familiales, où vous êtes, amené à, je sais pas moi, parler d'une succession, ou à parler d'une maison, ou de l'achat, d'une maison en commun, etc., etc. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que bien souvent, les victimes, elles vont très loin. Ça va très loin. Elles sont engagées dans des dettes, dans des maisons, dans des achats de commerce, et elles remboursent les dettes, et elles sont confrontées aux administrations qui viennent leur réclamer de l'argent, et elles sont solidaires de ça, malgré elles. Vous voyez? Et une fois qu'elles sont endettées jusqu'au cou, l'État, ou en tout cas les huissiers, ou ceux à qui ils doivent de l'argent, ils vont leur dire « Ah non, mais moi, c'est impératif, moi je veux récupérer mon argent ». Elle aura beau dire qu'elle a été victime de coercition, ils vont dire « Mais nous, on n'en a que faire. Il y a la loi, il y a les contrats, il fallait y penser avant ». Et alors, le manipulateur ou le narcissique, il va complètement nier toute cette réalité. C'est-à-dire qu'il va dire à la personne « Ah mais moi je t'en avais parlé, hein ». Alors que la personne, il en a jamais parlé, elle en a jamais parlé. Ah mais si, souviens-toi, je t'en avais parlé, mais tu m'avais dit non, tu m'avais dit qu'on se faisait confiance, et puis entre nous, franchement, je vois pas, ça peut arriver les échecs. Alors que c'est une personne qui a tout prémédité pour vous voir couler. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité. Vous n'avez qu'à poser la question à des avocats spécialistes en droit des affaires. Le nombre d'affaires qu'ils traitent en ayant une partie qui est liée au narcissisme des gens, mais vous seriez complètement bluffé, estomaqué. Le nombre de gens qui se font arnaquer parce qu'ils ont été manipulés sur leurs émotions et qui du coup ils n'ont pas contractualisé, vous seriez affolé. Ce qui se passe au niveau de la sphère privée s'étend au niveau de la sphère professionnelle. C'est pour ça que j'avais à cœur de le dire. Et ce qui se passe pour les femmes se passe également pour les hommes. Et alors pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué de le prouver, puisque dans l'inconscient collectif, ce sont les femmes les victimes. Mais quand c'est un homme qui est victime dans cette société, je peux vous garantir qu'il a des difficultés à se faire entendre. J'accompagne une personne depuis le mois de décembre à peu près. Et cette personne, qui est un homme, a eu gain de cause il y a une dizaine de jours. Et j'ai été tellement émue parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués dedans. Mais est-ce que vous croyez que cette mère en a quelque chose à faire? Pas du tout, parce que ces enfants étaient un faire-valoir pour son ego. Et malheureusement, ils sont en train d'en pâtir. Mais quel bonheur que de les savoir en sécurité avec leur père, qui s'est battu et qui se bat encore aujourd'hui pour le bonheur de ses enfants. Et cet homme a été manipulé depuis le début. Donc, c'est dommage parce qu'il y a une pudeur. Ces hommes ont une pudeur, en fait. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont été manipulés, que leurs comptes sont à zéro, que les enfants sont maltraités, etc., et qu'eux-mêmes ont été maltraités, mais qu'ils étaient dans le déni, ils ont du mal à en parler. Et c'est dommage. Et ils ont du mal à en parler. Pourquoi? Parce que culturellement, ce n'est pas encore admis. Donc c'est à nous tous, en tant que société, aussi d'accueillir la parole des hommes qui sont victimes de femmes narcissiques. Donc pour revenir à ces petits pas dont je vous parlais, à tout ce nouveau chemin qui s'offre à vous lorsque vous sortez de cet enfer, en fait, lorsque vous sortez la tête de l'eau et que vous vous apercevez que vous avez affaire à une personnalité de ce genre, en fait, c'est l'isolement pour pouvoir y voir clair. C'est de vous entourer uniquement des gens en qui vous avez réellement confiance et que le narcissique n'a pas atteint. Et ça, vous allez le voir très vite parce que une personne qui prend parti pour quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est une personne qui vous veut du mal. Une personne qui vous dit qu'elle est neutre dans une situation de violence, c'est une personne qui donne raison à la personne qui vous violente. D'accord? Donc c'est très facile à identifier. Et en général, il en reste très peu. C'est comme ça, c'est la vie, mais au moins la vie va vous offrir uniquement des gens de confiance autour de vous. Donc, vous faites ce pas de côté, ce pas en arrière, et vous vous donnez du temps. Et vous vous accordez le droit de libérer la parole. Vous vous accordez le droit de raconter votre histoire à vous. Et vous savez, les gens ne sont pas dupes.
Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est pour ça que lorsque nous, en tant que thérapeutes, et lorsque on a l'habitude de recevoir des victimes, on sait très bien, on connaît le narratif, on connaît en fait les techniques et on a des leviers pour savoir si la personne nous dit la vérité ou pas. Et je vous garantis qu'une personne qui ment ne consulte pas un thérapeute. Ils vont jamais consulter un thérapeute tout simplement parce qu'on a les leviers. Ils savent qu'on a les leviers. D'accord ? Donc, vous pouvez demander à quelqu'un qui est toxique envers vous d'aller consulter ou de prendre rendez-vous avec vous pour arranger les choses. Ça va jamais arriver. Ça arrivera une fois que vous aurez essayé, que vous allez annoncer votre départ. Oui, mais moi, je voulais qu'on consulte. Non, c'est faux. Vous voyez ? Et ça arrivera dans le but de vous écraser de nouveau. Donc, je crois que maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez compris que c'est peine perdue, que c'est voué à l'échec, que de vouloir entretenir une relation saine avec une personne instable à ce point. Vous l'aurez compris, que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère privée, vous devez impérativement imposer vos limites et toujours vous y tenir. Dès que vous voyez un non-sens arriver, vous devez impérativement avoir votre stratégie, je vous en ai parlé, soit l'effet miroir, soit couper la conversation, soit tracer par mail et limiter en fait les interactions. Voilà. À partir du moment où vous allez définir les choses, c'est vous qui allez être maître de la situation. Et je vous garantis que c'est un plaisir immense, non pas parce qu'on se dit « Ah, je l'ai eu », mais parce qu'en fait, on découvre qu'on a une force incommensurable face à ces gens-là. Et je vous le dis en toute transparence, ils peuvent crier dans tous les sens. Ils n'y arriveront jamais. À partir du moment où vous avez décidé qu'on ne vous atteindra plus, ils vont le sentir. Et ils n'aiment pas ça. Eux, leur terrain de jeu favori, ce sont les gens, en fait, qui vont montrer leur vulnérabilité. Et vous avez décidé que c'était terminé, qu'on vous devait le respect. Donc, vous voyez, pour désarmer une personne narcissique ou manipulatrice ou toxique, vous imposez le respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de communication. Et s'il y a obligation de se voir, par exemple dans le cadre du travail, il y a en fait une trace par mail de chaque échange. D'accord ? Et maintenant, vous avez compris. Vous avez compris que vous avez le pouvoir et que c'est votre terrain de jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de votre vie. Et que votre vie, elle est précieuse. Et que personne n'a le droit de vous manquer de respect et personne n'a le droit d'atteindre votre intégrité. À partir de ce moment-là, vous allez voir le narcissique ou le manipulateur comme un enfant, en fait, qui vous fait une crise. Voilà. Vous allez l'observer, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est ridicule, c'est pathétique. Tu fais encore une crise. Bon, ça, il faut le garder en discours interne. Parce que le but, c'est pas de déclencher la rage chez la personnalité toxique ou narcissique. Voilà, vous allez l'observer comme ça, vous allez dire, mais c'est pas possible, il est encore en train de s'énerver, il est encore en train de jouer la comédie, il est encore en train de pleurer. Là, je parle quand c'est un homme, mais quand c'est une femme, c'est la même chose. Ah oui, il est pas fatigué. Eh ben non, il sera jamais fatigué, elle sera jamais fatiguée. Et si c'est pas à vous qu'elle fait la crise, elle la fera à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite, parce que leur vie, c'est comme ça. Et c'est toute leur vie qui est comme ça. Toute leur vie est centrée sur eux-mêmes. Maintenant que vous avez compris tout ça, j'espère vraiment que cet épisode, il vous aura aidé. Je sais que je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'ai à chaque fois beaucoup de choses à dire sur le sujet et je pense que je referai d'autres épisodes parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont cette toxicité en eux. Et c'est malheureux, Mais je pense que vous l'avez observé vous aussi et que vous avez percuté qu'il y a beaucoup de gens qui sont autocentrés. Alors, les études, elles nous expliquent pourquoi, puis je vous en parlerai plus profondément, mais c'est une catastrophe. Et c'est à nous qui souhaitons avoir une vie douce, sympa, agréable, c'est à nous de faire le boulot, pour aider les autres, pour informer les gens, pour qu'ils aient eux aussi une vie sereine. Et j'espère que si vous êtes victime, ou si vous êtes dans une situation de coercition, ou de maltraitance, ou de violence, que vous allez être aidé par cet épisode et que vous allez faire appel à de l'aide. Demandez de l'aide.
à un médecin traitant, demandez de l'aide à des amis, demandez de l'aide à de la famille. Mais ne restez pas seul. Notre devoir à tous, en tant que personnes interdépendantes les uns des autres, parce que l'humanité est interdépendante, c'est de s'aider. C'est d'aider ceux qui sont en difficulté, c'est d'aider ceux qui ne comprennent pas, c'est de les accompagner en fait sur ce chemin qui est difficile, parce que l'éveil est difficile, et c'est d'être en compassion avec eux. Ça, je vous en avais parlé dans le premier épisode. La compassion, c'est un sentiment qui est merveilleux. Et je vous invite à l'écouter ou à la réécouter. Et vous allez voir, c'est magnifique la compassion, l'empathie, l'entraide. C'est des valeurs en fait qui n'ont pas été au centre de nos sociétés depuis tellement de temps qu'il est temps que nous les remettions au centre des conversations. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère de tout mon cœur qui vous aura apporté des éclaircissements, que ça aura semé des graines dans votre cœur et qu'à votre tour, vous allez le partager, le diffuser pour aider d'autres personnes, pour les motiver à se faire respecter et à vivre en paix. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Yallah, le podcast.